Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Euh, Chers amis, on est content de vous recevoir ce soir nombreux à cette projection du film de Mehdi Fleifel. Et avant de dire quelques mots sur le réalisateur et sur le film, je me permets de vous annoncer une petite mauvaise nouvelle. C'est que notre ami Benjamin Barth, grand reporter au quotidien Le Monde, a oublié, tout simplement, de venir, puisqu'il se trouve en ce moment à Genève pour couvrir donc les pourparlers sur la Syrie. C'est toujours bon, pour la bonne cause, hein, si vous voulez. Mais il s'en excuse, ça arrive. Mais on se trouve là ce soir devant une situation un peu inédite. C'est la première fois que ça nous arrive. Il n'y a pas le réalisateur puisqu'il est à Dubaï pour un festival prévu de longue date. Et on a toujours eu donc le réalisateur et évidemment le modérateur, ou plutôt le présentateur, celui sur lequel on comptait pour éclaircir, pour approfondir un peu la question palestinienne, puisqu'il était aussi un grand reporter du Monde en Palestine. Il connaît de l'intérieur la Palestine, n'est pas là. Voilà. Donc, on a deux possibilités après la projection du film, qui fait d'ailleurs, hein, je vous le rappelle, 93 minutes, ce n'est pas un 52 minutes, ce qui fait que on va commencer maintenant pour donc finir vers le coup de 20h10, 20h15, ce qui nous laissera à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour engager un échange. Vous pouvez intervenir, ceux qui connaissent la question, évidemment, la question des réfugiés, parce que le film, évidemment, porte sur le camp des réfugiés de Ain Helwi au Liban. Et Mehdi Fleifel, il a, disons, fait l'archéologie à travers l'image de sa famille, de ce camp, en nous montrant l'enfermement et en pointant justement l'encerclement, puisque les habitants de ce camp n'ont pas le droit de sortir, de quitter le camp des réfugiés. Voilà. Donc, on a, ou bien, il y a évidemment une autre solution, c'est aussi de programmer un autre film de Mehdi Fleifel, mais cette fois-ci en sa présence. Et à ce moment-là, on aura l'occasion de développer une réflexion avec lui sur son œuvre, enfin sur son travail cinématographique. Donc, on va d'abord commencer par voir le film. C'est un très beau film puisqu'il a été primé dans de nombreux festivals, à peu près une dizaine de festivals. Il a récolté pas mal de prix un peu partout. Et aussi parce que le réalisateur a un parcours singulier. Il est né à Dubaï. Il a grandi à Ain el-Helwi, dans le camp palestinien de Ain el-Helwi au Liban. Et puis après, il a été au Danemark, puis à Londres. Là, aujourd'hui, il vit à Londres. Et c'est un parcours complexe et dans lequel il a su prendre de la distance par rapport à certaines réalités palestiniennes. Il ne fait pas dans l'idéologie ni dans le discours rhétorique, mais c'est plutôt un cinéaste qui porte un regard par l'image sur sa famille, sur le grand-père, sur l'oncle, sur l'ami, comme vous allez le voir. Je ne vais pas évidemment résumer le film, je vous laisse le soin de le découvrir. Donc, c'est en fonction évidemment de vos désirs et on peut engager après un débat d'un quart d'heure sur le film, comme on peut par la suite
revenir une autre fois dans un jeudi pour, en présence du réalisateur, aborder la question. C'est à vous de choisir, on verra tout à l'heure, donc après la projection. Voilà, donc au nom de M. Lang, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, qui s'excuse parce qu'il a l'habitude de venir ici saluer les gens, et puis aussi, bon, il est parti pour le Qatar. Je vous souhaite une agréable projection et on se donne peut-être rendez-vous tout à l'heure. Voilà, merci. Alors, on a une quinzaine de minutes pour prendre quelques questions de la salle, si vous le souhaitez. Le film est éloquent par son histoire, par ses images, et puis il y a toute une mémoire que le réalisateur a reconstituée autour de sa famille, autour de cet ami, Abou Iyad, et ça nous renseigne justement sur la question des réfugiés palestiniens dans ce camp et évidemment dans les autres camps, parce qu'il y a des Palestiniens en Jordanie et au Liban, en Syrie. En Syrie aujourd'hui, bon, la situation est tellement complexe et les réfugiés, évidemment, tout le pays se trouve dans une situation de refuge. Voilà. Et le réalisateur, évidemment, il a travaillé pendant 20 ans pour collecter ces images, des images de famille, parce que son père, comme on l'a vu dans le film, il le dit très bien, il filmait tout. C'est comme s'il voulait mémoriser quelque chose de cette Palestine, ce rêve d'un pays qui, à un moment, revenait comme ça, un rêve de retour, et puis par la suite, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, toute cette génération, nouvelle génération, parce que dans le film, il y a 3 générations, que le film décrit très bien, cette nouvelle génération, elle est dans le désespoir, et elle vit dans un huis clos, même si elle réussit à s'évader s'évader à partir comme Abou Iyad, elle finit toujours par retourner à Ain el-Hiloui. Voilà. Si vous avez des questions, je vous passe un micro. Il y a un micro. Alors, pas de volontaire pour commenter le film, pour réagir justement sur le film. Parce que c'est vrai que... oui. Bonsoir. Je crois qu'on est tous très émus en fait. Donc c'est pas qu'on n'a pas de questions ou d'envie de répondre. Je crois que ce qu'on vient de voir est éloquent et on nous parle souvent de ces jeunes gens qui sont des kamikazes. Et là pour le coup on a le parcours, on a une histoire d'enfermement, de douleur, de souffrance, de lien qui fait sens, qui ne justifie pas forcément, mais en tout cas qui fait sens. Et personnellement, j'ai été très émue tout au long du film.
dans les moments où... Enfin, je me suis dit, le réalisateur, quand il part, il est déchiré. Quand il est avec les gens, il est pas vraiment... Enfin, il est partagé, puisque lui a réussi à se sortir de quelque chose, mais en même temps, il a des liens affectifs, identitaires et émotionnels, familiaux avec ce lieu, avec ces gens. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... j'ai été émue du début jusqu'à la fin, en fait, quoi. Et bravo pour le travail que cet homme, a fait. C'est d'une qualité remarquable. Et voilà, et je pense qu'on est tous un peu émus et secoués. Et quel courage, quoi. Je pense que voilà. Merci. Oui, merci. Il n'y a pas vraiment de questions, c'était envie de partager avec vous ces quelques... C'est important. Ce film, c'est son premier long métrage parce qu'il a réalisé des courts métrages et à chaque fois, c'est toujours un succès. Heureusement qu'aujourd'hui, on a une nouvelle génération de réalisateurs palestiniens. Je ne sais pas si vous avez vu le film Omar, aussi, qui est vraiment un petit chef-d'œuvre, un petit bijou, ainsi que d'autres réalisateurs palestiniens, puis des comédiens. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'allégorie de l'idéologie et du discours idéologique qui prévalait il y a quelques années pour faire connaître la Palestine, mais aujourd'hui, c'est aussi l'enjeu de l'image pour toucher un public et le faire avec beaucoup d'art. Et on voit que ces réalisateurs palestiniens ont réussi justement à ce niveau-là à faire passer des messages et à avoir un public occidental qui est sensible justement au cinéma palestinien, parce qu'il y a vraiment un véritable cinéma palestinien aujourd'hui. Et il y a des jeunes réalisatrices aussi qui sont en train de travailler pour prendre la relève. Je crois que un peu dans tous les domaines, la culture palestinienne, c'est une culture en mouvement, et je pense qu'on va assister justement à quelque chose, à une visibilité de cette culture d'une manière éclatante. Là, par exemple, il y a un centre culturel palestinien qui est en train de se structurer. Et ils ont tout un programme je vous renvoie d'ailleurs sur le site pour voir un peu le programme de ce centre qui est animé par Amina Hamshari, dont le père a été assassiné à Paris. C'est toute une histoire. Et malheureusement, elle n'est pas avec nous ce soir. Mais on a évidemment fait pas mal en collaboration avec elle, des choses sur la Palestine. Et comme 2014, elle sera placée sous le signe de la solidarité avec le peuple palestinien, donc ce sera aussi l'occasion de faire découvrir de nouveaux talents. Voilà, c'est-à-dire il faut voir un peu la culture palestinienne, comment elle est capable de faire bouger les lignes, de faire bouger des choses, et il n'y a pas que le désespoir de Abou Ayed. C'est vrai que lui, il déchire sa carte, enfin il rend sa carte, il est un peu dans le désespoir, il est un sceptique né, mais malgré ça, il a toujours son modèle, Abou Ayed, le leader palestinien. Et puis on voit Mahmoud Darwish aussi en train de lire, de faire ses discours et de lire des poèmes. Voilà. Oui, vous voulez prendre... Moi, je voulais juste savoir quelle nationalité ils avaient, finalement. Ils sont nés au Liban, mais ils sont réfugiés, ils sont palestiniens, Oui, ils sont palestiniens. Ils sont palestiniens malgré tout. Oui, ils sont palestiniens. D'ailleurs, dans les papiers, à un moment, il montre le passeport de l'oncle et on voit que ils sont palestiniens. Ils ont été chassés. Il y a à peu près aujourd'hui dans ce camp de Ain el-Hilwi à peu près 700 000 réfugiés palestiniens. C'est quelque chose quand même. C'est énorme.
ils sont plus dans l'illusion, ils sont plutôt réalistes. Et le problème, c'est que, comme d'ailleurs le titre du film, c'est un monde qui n'est pas le nôtre, il ne nous appartient pas. C'est un monde. D'ailleurs, le film, il reprend le titre d'un livre de Hassan Kanafani, un grand romancier, écrivain palestinien. Et ils sont dans une identité complètement éclatée. Ils sont palestiniens, mais en même temps, personne ne les reconnaît. Ils sont enfermés comme ça dans ce camp, ils sont gardés par les Libanais, surveillés par l'armée, et ils n'ont pas le droit de quitter le camp. Mais ils sont palestiniens. Oui, madame. Je voudrais... Alors, il y a beaucoup de choses dans ce film, mais ce que j'ai retenu, c'est de Mehdi, je crois. C'est qu'il a quitté, donc il voyage, il a fait tout un petit voyage, et il nous dit, il revient au camp, et au camp, il se sent étranger. Il repart, je crois, vous me corrigerez, hein, il va en Palestine et se sent étranger. Par rapport à Abu, ce qui le désespère, c'est qu'il n'a pas de pays. Il dit on n'a pas de pays. Il dit aussi à un moment on n'a pas d'emploi, pas d'avenir et pas d'éducation. Donc, est-ce que c'est le reflet de tout le monde? Je ne sais pas. Alors, vous avez évoqué le film d'Omar, qui est un film remarquable, mais l'itinéraire est un peu différent. Il centre plus sur la personnalité, sur Omar et ce qui va devenir et ses liens. Mais c'est un film aussi très intéressant, ne serait-ce que pour montrer les tortures pratiquées par les Israéliens. Oui, merci madame. Dernière question. Oui. Bonsoir. Alors moi, je ne suis pas... avant ça, je ne m'intéressais pas forcément, ou de loin, à la question israélo-palestinienne, des réfugiés, etc. En fait, j'aurais voulu, si vous pouvez, expliquer quelle est la position du Liban. En fait, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a toujours été la même? Est-ce qu'en ce moment, il y a des changements? Est-ce que, il y a un petit peu d'espoir que ça change ou pas du tout? Parce que c'est assez atterrant que la dignité humaine soit aussi absente, quoi. Voilà. C'est-à-dire le Liban, c'est le dernier de ses soucis parce que les Libanais ont d'autres chats à fouetter que de régler ce problème de réfugiés, parce que régler le problème, ça veut dire il faut que ça se fasse dans le cadre global d'une solution négociée. Israël, elle ne veut pas du tout donc de retour. Et sa position, elle est connue, elle est tranchée sur le sujet. Les Libanais, le statu quo, ils sont contents de ça, parce que derrière, il y a une économie, ils font marcher tous ces cons-là, c'est quand même, ils ont besoin des matières premières qui rentrent du Liban. Mais moi, à mon avis, ils ne s'occupent pas de ça. C'est un problème qui est extra-libanais. Ça ne le regarde. Du moment qu'il n'y a pas d'attaque, du moment qu'il n'y a pas de violence venant de ces camps, et évidemment, dans l'histoire, il y a eu l'histoire dramatique de l'intervention israélienne dans les camps palestiniens avec le soutien des milices libanaises qui ont massacré des dizaines de Palestiniens. Ça, c'est un exemple vraiment qui est encore ancré dans les mémoires des Palestiniens et des Arabes en général, parce que c'est un traumatisme qu'on n'a pas encore dépassé. Et les Libanais, je crois que c'est leur dernier souci, mais il faut que les camps restent comme ils sont. Et les Palestiniens, on le voit d'ailleurs dans le film, sont en train de s'abrutir, de mourir à petit feu. C'est un circuit fermé, le football devient la référence politique.
c'est aussi l'occasion pour les Palestiniens entre eux, des jeunes surtout, de se quereller, d'avoir une vie dans ce camp-là. Et pas seulement dans les camps, mais au Liban, on voit partout, par exemple à Beyrouth, pendant la Coupe du Monde, des drapeaux, des supporters. Et il y a eu pas mal de papiers écrits. Enfin, moi, j'ai été à Beyrouth et j'ai vu ça. C'est impressionnant. C'est-à-dire, c'est un communautarisme footballistique qui est importé de l'extérieur qui traduit quelque chose d'inconscient dans le pays. Et pour résumer, je dirais que les Libanais, jusqu'à présent, ne se sont pas encore penchés sur le problème, parce que, avec tout ce qui se passe, avec la Syrie, avec les réfugiés aussi qui viennent de Syrie, parce que ça, c'est aussi un problème. Donc, il y a... c'est un problème qui est encore irrésolu par rapport aux Palestiniens qui sont là depuis des années, depuis des décennies. Et 3 générations dans le film. D'ailleurs, le film, il le raconte, il nous le montre bien, 3 générations, et rien n'a bougé. C'est toujours les mêmes références, sauf, évidemment, aujourd'hui... le football est devenu la valeur refuge de ces Palestiniens. Il y a le désespoir. Ils sont dans un huis clos. Voilà. Écoutez, merci d'être resté. Et bon, dernière question, parce que là, on a retiré le micro. Dernière question, oui. Il y a un micro, vous pouvez... utiliser le micro là derrière. Oui, bonsoir. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui peut entrer dans ces camps de réfugiés? Quelle ouverture sur l'extérieur ont-ils? Y a-t-il des groupements humanitaires qu'on laisse entrer pour essayer de contribuer à la vie de ces camps, que ce soit au Liban ou ailleurs? Il y a des organismes internationaux humanitaires qui peuvent y accéder quand il y a des problèmes, comme l'UNRWA, par exemple, qui était derrière l'installation de ces camps. Et à part ça, évidemment, et l'armée, en cas d'urgence, l'armée libanaise. Mais sinon, c'est des espaces fermés qui sont vraiment bouclés selon les règles de l'armée. Et personne ne peut ni sortir ni rentrer, évidemment, sans autorisation. On le voit d'ailleurs dans le film. Il lui dit où est-ce que tu vas. Il y a toute une procédure de contrôle. Bon, ça n'a rien à voir avec le checkpoint israélien, mais c'est quand même sidérant de voir comme ça les Palestiniens, où ils vont, sont obligés de passer par un contrôle. C'est quand même assez déshumanisant pour les Palestiniens. Ouais. L'économie, c'est une économie de bricolage. C'est pas. Il y a évidemment, comme dans le film on le voit, ils disent que c'est le Fatah qui a la mainmise sur le camp et ce qui va avec, c'est-à-dire politiquement, économiquement, et tout ce qui rentre doit. Je ne connais pas comment le processus, mais j'imagine que tout doit passer par des distributeurs, par des négociants qui sont influents, et ce sont eux qui tirent les bénéfices. Je crois, mais ça c'est une très bonne question qui mérite d'être creusée. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on a un débat intéressant aussi sur les chrétiens d'Orient, et ici même à l'auditorium. Ça va. On attend aussi beaucoup de monde. Je vous souhaite une bonne soirée et merci encore une fois.